Coopération bénino-marocaine, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbenochi a co-présidé dans l'après-midi du lundi 25 mars dernier la 6e session de la Grande Commission mixte bénino-marocaine à Marrakech. Pour la 3e semaine de suite, plusieurs dizaines de salariés de la télévision nationale algérienne manifestent devant son siège à Alger. Ils dénoncent les entraves à leur métier. Et puis en Thaïlande, un jeu vidéo inédit plonge les secouristes dans une scène d'horreur virtuelle. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbenochi a co-présidé dans l'après-midi du lundi 25 mars 2019 son homologue marocain Nasser Bourita, la 6e session de la Grande Commission mixte bénino-marocaine à Marrakech. Suivez le point avec Laurent Toninkes. Lors de cette session, le cadre juridique régissant la coopération bilatérale entre le Maroc et le Bénin a été enrichi par la signature de plusieurs accords de coopération dans divers domaines, dont entre autres la justice, l'énergie, la protection civile, la jeunesse et les sports, l'octroi de bourse, la formation professionnelle, la sécurité routière et les transports internationaux routiers. Par ailleurs, les deux parties ont exprimé leur engagement à faciliter la circulation des personnes et souligné l'importance des mesures concrètes qui seront prises à cet effet. Dans le communiqué final, ayant sanctionné les travaux, le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale Nasser Bourita a rassuré le ministre Aurélien Agbenochi de la disponibilité du Royaume du Maroc à soutenir le programme d'action du gouvernement PAG. À cet effet, les hommes d'affaires des deux pays sont alors invités à multiplier les missions pour prospecter les opportunités de commerce et d'investissement de part et d'autre. Sur les questions régionales et internationales, les deux pays se sont engagés à œuvrer en faveur d'un véritable partenariat stratégique mutuellement bénéfique. Pour ce qui concerne la question relative au Sahara, le chef de la diplomatie béninoise a réitéré la position constante du gouvernement béninois, déjà exprimée lors de la visite de Sa Majesté le roi Mohamed VI au Bénin en 2004. Aurélien Agbenochi a en outre appelé à une solution politique du différend en exprimant le soutien ferme du Bénin au rôle exclusif de l'ONU comme cadre consensuel de règlement définitif de cette question. Suite à la rumeur persistante faisant état du décès de 3 enfants liés maladroitement à la campagne de vaccination contre la rubéole et la rougeole organisée par le gouvernement du 5 au 11 mars 2019, le ministre de la Santé Benjamin Hunkpati est monté au créneau ce lundi pour apporter des clarifications. Nous vous proposons de le suivre. Il est au micro de Laurent Toninkes et Denis Marouya. Depuis quelques jours, circulent sur les réseaux sociaux des informations tendant à discréditer les actions de santé, notamment la campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole, couplée à la supplémentation en vitamine A aux enfants de 9 mois à 14 ans, organisée sur l'ensemble du territoire national du 5 au 11 mars 2019. En effet, le 22 mars 2019, un journaliste de Bénin Web TV a publié un article sous le titre « Bénin, 3 décès après une campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole », tendant à rendre la dite campagne responsable de 3 cas de décès enregistrés chez des enfants ayant présenté des manifestations adverses post-immunisation MAPI. Cette publication en ligne a été reprise par des internautes avec des commentaires allant dans tous les sens. Je voudrais, à travers ce point de presse, rassurer tout le peuple béninois et surtout les parents que le gouvernement de la République du Bénin ne saurait organiser une campagne de vaccination pour nuire à ses propres enfants. Au cours de la dernière campagne organisée sur toute l'étendue du territoire national, du 5 au 11 mars 2019, nous avons enregistré 5 220 834 enfants vaccinés avec 81 cas de MAPI graves, ce qui représente un taux de 1,5 cas pour 100 000 enfants vaccinés. 9 décès, dont 5 au centre hospitalier universitaire de la zone sanitaire à Bomé-Calavi, Soava,
1 au centre hospitalier départemental du Zou, 1 à l'hôpital de zone de Pobet et 2 au centre hospitalier universitaire départemental de l'Ouémé. Du point fait par les équipes médicales qui ont assuré la prise en charge des 10 cas, la plupart des enfants décédés souffraient d'autres affections avant la vaccination. Il y a donc lieu d'attendre l'avis du comité des experts pour statuer sur le lien de causalité. Au Bénin, depuis la création du programme élargi de vaccination en 1982, un dispositif de surveillance des MAPI a été mis en place et permet leur notification, leur prise en charge gratuite et leur investigation. Dans la situation actuelle, le Comité national des experts MAPI n'ayant pas encore statué, il est précoce de lier ces cas de décès à la vaccination. Au demeurant, toutes les dispositions sont prises pour que ces cas de décès soient audités. Vous le savez déjà, Monseigneur Paul Vieira, évêque de Djougou, a été rappelé à Dieu pour l'Eucharistie éternelle. Ce grand homme de Dieu est décédé à Rome à l'âge de 64 ans après une longue maladie. Samson Oké a tendu le micro de l'NTV à quelques prêtres qui ont bien voulu témoigner sur le prélat. On les écoute. Alors, Monseigneur Paul Vieira, c'est un grand bâtisseur, grand apôtre de Dieu et de l'Église, grand serviteur qui s'est consumé jusqu'au bout. Je pense que toute sa vie a été au service de construire la paix de Dieu et d'aider les autres à la construction de cette paix, de cette connaissance de Dieu. Et lui-même, dans sa devise épiscopale, le dit très bien: je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'il l'ait en abondance. En référence à ce que Jésus lui-même a dit à ses apôtres avant de passer de ce monde à son Père. Bon, première des choses, ce qui m'arrive vraiment à l'esprit, c'est la clarté. C'est quelqu'un, il n'a pas d'ombre dans le langage, dans le visage. Quand il parle vraiment clair et on le comprend aisément. Il est convaincant. On sent que c'est un homme pétri d'expérience. Quand il parle de l'islam, on reconnaît que dans son diocèse, il y a beaucoup plus de musulmans d'ailleurs que de chrétiens. Et quelle relation il entretient avec eux, comment ça se passe, comment les autres aussi le regardent. Tout cela nous a permis de trouver des solutions intéressantes quand il s'agissait d'aller en contact avec le monde des musulmans et tout ça. Voilà. Donc c'était vraiment très bien et convaincant. Et là, je lui tire chapeau. Voilà. C'est là aussi qu'on peut parler de sa finesse d'esprit parce que comme lui-même maîtrise ses sujets, bon, il le dit aisément, et nous, ça nous permettait d'avancer assez vite. Celui que l'Église du Bénin est en train de pleurer en ce moment, Monseigneur Paul Vieira, a été mon recteur au grand séminaire de Ouida. Je garde un très bon souvenir de cet homme de Dieu qui s'est entièrement mis au service de l'Église du Bénin et des chrétiens. Alors voilà, il a été une belle âme de prêtre. Il était tout à donner à son ministère de prêtre et par la suite d'évêque. Il fut un homme très exigeant envers lui-même et envers les autres. À mon humble avis, je pense que il a porté son nom de Paul. Voilà, Paul. Il se dépensait sans mesure. Voilà. Pour lui, Jésus-Christ était la priorité. Moi, je pense que je suis en train de perdre un très grand père, très proche. Et il y a de cela une semaine avant sa mort, quand je l'ai eu au téléphone et sa voix était complètement cassée, je sentais le danger, mais je n'y croyais pas. Et bon, le Seigneur, même si on l'attendait, le Seigneur l'a accueilli à un moment où on s'y attendait le moins. Et nous croyons et nous espérons que lui, qui a été un bon combattant, il puisse recevoir maintenant la couronne de gloire.
L'honorable Dakpesso souhaite aller à la rencontre des militants des premières heures de la rupture week-end dernier dans la commune de Lokossa, Kouyogbé et Bopa. Il compte encore sur eux pour une victoire éclatante du parti Union progressiste dans la 18e circonscription électorale lors des prochaines élections législatives. Voici le point de la rencontre avec Jonas Botti. Quand vous passez dans les rues aujourd'hui, on vous montre du doigt. On dit c'est eux qui ont fait ça. C'est une fierté. C'est pour rééditer l'exploit de cette victoire écrasante pour les prochaines élections législatives, comme ce fut d'ailleurs le cas lors des dernières élections présidentielles qui ont porté Patrice Talon au pouvoir, que Dakpesso prend à nouveau contact avec les coordinateurs de campagne dans les communes de Lokossa, Kouyogbé et Bopa. Mais avant d'aborder les nouvelles stratégies de combat, Dakpesso félicite ces éléments pour leur détermination lors des dernières campagnes dont ils étaient les seuls à connaître les conditions. Tout ce travail que vous avez fait, chacun aux côtés de l'autre, nous sommes restés tous ensemble ici. Nous avons partagé parfois des repas maigres. Nous avons bu parfois ensemble une bouteille d'eau minérale pour toute une journée. Mais nous avons obtenu un résultat très satisfaisant et fier. Je voudrais également vous expliquer brièvement certaines situations aujourd'hui, situations politiques naturellement. Des élections présidentielles aux élections législatives, le contexte politique a certainement changé, mais l'ardeur de Dakpesso et sa troupe à soutenir Patrice Talon demeure la même. Désormais renforcés par les idéaux du parti Union progressiste, ils définissent de nouvelles stratégies afin de mieux s'adapter au nouveau contexte politique. Déjà, il faut rappeler que tout comme l'honorable Dakpesso, nous sommes pour la plupart membres fondateurs du parti Union progressiste. Et donc la rencontre de ce matin était l'occasion pour nous d'abord de faire un bref bilan et revoir les stratégies que nous avons utilisées par le passé pour gagner la bataille. Et en même temps, rappeler un peu ce qui fait l'actualité politique aujourd'hui, les éléments de langage qu'on est censé avoir par rapport aux nouvelles batailles. Et le parlementaire qu'est l'honorable Dakpesso se voit dans l'obligation d'échanger avec ses mandants et d'expliquer un certain nombre de choses. Sans dévoiler l'essentiel de cette stratégie dont la teneur est pour l'instant réservée au cercle fermé des coordinateurs communaux, Théophile Soucia n'est sûr que d'une seule chose, la victoire au terme des prochaines élections législatives. On les a rassurés. On les a rassurés de ne pas avoir peur. Qu'on va au combat. Lorsqu'on va au combat, qu'il faut s'aguerrir. Et nous allons gagner ce combat parce qu'on s'est préparé. On s'est préparé longuement, sans demi-mesure. Nous allons surprendre et vous aurez les résultats. Au cours de cette rencontre, les coordinateurs communaux de campagne ont renouvelé leur fidélité à Dakpesso pour un soutien sans faille à Patrice Talon. L'actualité hors du Bénin à présent. Depuis le début des mouvements en Algérie, l'AME est sortie hier de son silence. Elle a demandé aux institutions de déclarer Abdelaziz Bouteflika inapte à exercer ses fonctions en implication de l'article 102 de la Constitution. On écoute la déclaration du chef de l'AME algérienne. Dans ce contexte, il nous faut adopter une solution susceptible de nous faire sortir de la crise et répondant aux revendications légitimes du peuple algérien. Cette solution doit respecter les dispositions de la Constitution et permettre une continuité dans la souveraineté nationale. Elle doit aussi respecter les différents points de vue et satisfaire toutes les parties. Cette solution, c'est celle de l'article 102 de la Constitution.
Pour la troisième semaine de suite, plusieurs dizaines de salariés de la télévision nationale algérienne manifestent devant son siège à Alger et observent une minute de silence. La main symboliquement posée sur la bouche pour dénoncer les entraves à leur métier. Suivez ce reportage. Le directeur général de la télévision nationale algérienne, Toufik Keladi, a été limogé lundi en pleine contestation de ses journalistes contre la censure dans la couverture des manifestations réclamant le départ du président Abdel Bouteflika. Comme leurs collègues de la radio nationale, les salariés de la télévision publique dénoncent des pressions de leur hiérarchie qui les contraint à initialement passer sous silence ces manifestations inédites, puis à en faire état, mais en atténuant les mots d'ordre. Il y en a marre de la censure, ont-ils scandé en réclamant une télévision libre et démocratique. Nous ne voulons plus être un service pour le gouvernement. Nos équipes sont sur les manifestations, mais c'est ici, au siège de la télévision nationale, qu'opèrent les ciseaux de la censure, a dénoncé le journaliste Abdelmadjid Benkassi. Nous voulons, par ces rassemblements justement, dire non à la censure et oui à un service public dans une télévision publique. Nous sommes payés par le trésor public, nous sommes payés par les contribuables. Nous voulons rapporter l'information juste, objective et impartiale. Nous voulons exercer pleinement notre métier de journaliste professionnel. Pas plus et pas moins. Nous ne voulons plus être un service pour le gouvernement ni pour un pouvoir. Nous sommes ici la voix du peuple algérien. Ce peuple qui a donné la preuve que c'est un peuple pacifiste, c'est un peuple civilisé qui sait organiser des manifestations. Nous voulons rapporter ces mêmes réalités sur le terrain. Vous savez que toutes nos équipes aujourd'hui descendent sur les manifestations. Mais ici, arrivé à la télévision algérienne, et c'est là qu'opèrent les ciseaux, la censure. Sa collègue Mélina Yassef a reconnu une petite ouverture au niveau des émissions de débat tout en réclamant un véritable changement, en particulier pour les journaux télévisés accusés de faire la part belle au point de vue officiel. C'est vrai qu'il y a eu vraiment une légère ouverture au niveau des JT, quelques émissions de débat, mais nous trouvons que ce n'est absolument pas satisfaisant. Nous le considérons comme une sorte de poudre qui en fait ne fait qu'embuer ce que nous voulons réellement. Je peux vous rappeler le mouvement des journalistes algériens qui est né dans les années 80, qui a subi toutes les tentatives, toutes les pressions, qui a subi la torture, qui a subi après les assassinats. Les journalistes ont subi beaucoup de choses en Algérie. Aujourd'hui, il est vrai que nous devons saluer le peuple algérien qui a donné le courage aux journalistes de la télévision pour sortir dehors à la lumière du jour et crier leurs revendications. Leurs protestations sont, elles aussi, largement inédites. Les manifestations de mécontentement au sein des établissements publics étant jusqu'ici essentiellement liées à des revendications salariales ou aux conditions de travail. Les mandats de M. Bouteflika ont été marqués par des scandales de corruption touchant parfois ses proches. Selon l'indice de perception de la corruption 2018, l'ONG Transparency International, l'Algérie est classée 105e sur 180 pays. De nouveaux rassemblements étudiants sont attendus mardi. Au thème de la visite de 3 jours du président chinois en France, un mini-sommet a réuni hier Emmanuel Macron, Angela Merkel et Jean-Claude Juncker. Cette rencontre vise à réfléchir à un front commun des Européens face à une Chine de plus en plus imposante. On écoute. Du président chinois a été suivi de près par toute l'Europe, mais pas seulement. Il y a fort à parier que Donald Trump a lui aussi jeté un œil du côté de Paris ces jours-ci. En pleine guerre commerciale avec les États-Unis, la Chine a besoin de l'appui des grandes puissances européennes. L'Europe est un pôle majeur dans notre monde multipolaire et l'un des partenaires les plus importants de la Chine. C'est pourquoi j'ai choisi l'Europe pour ma première visite à l'étranger en 2019. La Chine accorde une grande importance aux relations sino-européennes
Une Europe unie et prospère et conforme à notre vision d'un monde multipolaire. Pour Emmanuel Macron, ce discours ne doit pas être seulement de la poudre de perlimpinpin, comme il dit si bien, mais doit être suivi de faits. Pékin est soupçonné de semer la zizanie en Europe à cause d'une politique d'investissement offensive. Nous souhaitons pouvoir avancer sur la construction d'un multilatéralisme rénové. Alors nous avons des divergences. Évidemment, l'exercice de la puissance dans l'histoire de l'humanité ne va pas sans rivalité. Nul d'entre nous n'est naïf, mais nous respectons la Chine et nous sommes déterminés au dialogue et à la coopération. Et nous entendons naturellement de nos grands partenaires qu'ils respectent aussi l'unité de l'Union européenne. Lorsque l'État colombien a proposé aux cultivateurs de coca de détruire leurs plantations et de se tourner vers les cultures licites en échange d'argent et de matériel, de nombreux fermiers ont accepté. Mais l'État n'a pas tenu ses promesses et les paysans se retrouvent aujourd'hui au bord de la ruine. Reportage. La plantation de coca s'étendait telle une marée verte dans le Catumbó. Mais Alex Molina a nagé à contre-courant et convaincu d'autres paysans de cette région du nord de la Colombie d'arracher leurs arbustes, séduits par les promesses de l'État. Elles n'ont toutefois pas été tenues. Regret, rage, lassitude, ce paysan de 34 ans rumine sa frustration aux côtés de familles endettées comme lui. Tous dénoncent retard et manquement des autorités dans l'application du programme de substitution volontaire des cultures illégales, qui vise à remplacer la coca par des cultures de bananes, café, cacao. D'une maison à l'autre, les plaintes se répètent dans le hameau de Puerto Las Palmas, à la frontière du Venezuela. Il y a des enfants affamés, des familles désespérées de n'avoir aucun revenu, déplore Alex Molina, leader communautaire. Le programme de substitution m'a mené à la ruine et plongé dans une totale insécurité. Désormais, je comprends que ceux qui n'ont pas voulu signer l'accord vont bientôt nous nourrir, car si l'État ne nous respecte pas, ils devront nous nourrir. Le programme de substitution m'a amené à la ruine et plongé dans une totale insécurité, a-t-il expliqué. Depuis janvier 2018, il a reçu 22 menaces. Les groupes armés qui contrôlent le secteur de la coca, base de la cocaïne, le veulent loin ou mort. Il a aussi dû apprendre à vivre avec les moqueries de voisins, ceux qui ont continué à cultiver la coca en courant le risque d'un arrachage forcé et qui, paradoxalement, peuvent aujourd'hui devenir la bouée de sauvetage de ceux qui ont tout perdu. Alex Molina a appris à récolter les feuilles de coca dès l'âge de 12 ans. Il s'est enthousiasmé pour la substitution et aujourd'hui, il a fait machine arrière. Je protégerai les plants de coca de mon corps avec les gens qui m'accompagnent car c'est la seule option, affirme-t-il. On nous fait crédit. Les plantations nous permettent de manger, pendant que ceux qui ont tout arraché se retrouvent sans argent, sans nourriture. Nous allons tenir nos engagements envers les familles qui ont accepté le programme de substitution. Nous faisons face avec courage politique aux problèmes dont nous avons hérité. Dans le Catumbó, la coca règne et donne l'accès aux achats à crédit. L'argent liquide ne circule pas sporadiquement. Les dettes ne sont réglées que de loin en loin quand la récolte de coca est payée en espèces et les groupes armés font souvent couler le sang. Celui qui ne récolte pas ou ne traite pas la feuille de coca n'est pas la bienvenue dans les commerces. Et puis, photos de famille ou téléphone portable retrouvés au fond d'une poche, tatouage. Comment identifier les centaines de victimes lors d'une catastrophe? Un jeu vidéo inédit plonge les secouristes dans une scène d'horreur virtuelle. Reportage. Il pourrait s'agir d'un tsunami ou d'un attentat à la bombe, mais cette formation n'est pas un jeu vidéo comme les autres. Ces policiers thaïlandais se préparent à affronter le monde réel depuis un monde virtuel. On a besoin de former nos équipes pour les opérations de secours et de collecte de corps et d'objets qui aident à l'identification. La réalité virtuelle peut beaucoup nous aider, ça permet de simuler le chaos. Cette simulation est développée par la Croix-Rouge dans ses bureaux de Bangkok. Photos de famille, téléphone portable retrouvés au fond d'une poche, des tatouages. Après une catastrophe, le temps est compté pour identifier les corps. Un travail difficile, mais essentiel pour le deuil des familles. Les gens retiennent les informations de façon différente.
ce que vous écoutez ou ce que vous voyez. Et il est prouvé que si vous faites quelque chose, vous retiendrez le contenu de la formation mieux que si vous observez simplement. Donc je pense que c'est une combinaison des deux. Vous regardez et vous pouvez faire. Vous pouvez interagir avec votre environnement. À la différence des formations avec les classiques mannequins blancs, ici il s'agit de recréer les facteurs risques pour se plonger dans une scène d'horreur virtuelle. Avec cette simulation, ils peuvent en avoir un avant-goût, que ça ne va pas être propre, ça ne va pas être sympa, ça ne va pas être dans une salle de classe, ça ne va pas être que des mannequins blancs et de beaux équipements. Pour les développeurs, il est facile d'adapter chaque monde virtuel à un nouveau scénario catastrophe. Avec seulement un ordinateur et un casque, ce jeu vidéo devrait aussi permettre de voyager plus léger et de toucher un public plus large. Et ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.